Alors voilà un essai de correction de questionnaire sur le site de Roger Mansuy. Je suis allé dans espace vectoriel. Alors bon, c'est un essai dans le sens que bon, on va essayer de balayer un peu ces questions-là et si ça vous plaît, ben, vous me le direz et puis si ça vous apporte rien, bah, voilà quoi, hein, je comprendrai, tacitement. Alors, on balaye ces questions parce que disons qu'il y a quand même plusieurs types d'exercices. Il y a des exercices qui sont, des archétypes d'exercices, des exercices qu'on apprend comme une fable de La Fontaine et qui ensuite, comment dire? Devient un ferment en nous et puis nous fait progresser comme ça de l'intérieur. Mais ça passe par une, le fait d'apprendre quand même quelque chose, de bien regarder la correction. C'est un exercice que généralement on ne sait pas faire dès le départ. Et puis, bon, ben, inversement, complètement à l'opposé de cette forme d'apprentissage, il y a aussi l'exercice qui consiste à faire des toutes petites choses, quelque chose pour se sentir à l'aise dans son élément, pour pas se sentir noyé dès qu'on nous parle de quelque chose. Et, et, euh, et ces toutes petites questions permettent de se promener dans une grande variété de l'apprentissage. Et je trouve ça assez intéressant en soi. Alors on va commencer. Euh, donc l'ensemble des suites monotones est un sous-espace vectoriel de Rn. Bon, alors monotone, bah ouais, mais si on ajoute une croissante à une décroissante, qu'est-ce que ça va faire? Ben, a priori, ça va être faux, hein. Bon, alors je vous préviens, je l'ai déjà fait une fois, le questionnaire, l'histoire de faire un passage sans trop me ridiculiser, parce que des fois, on lit des choses et puis on lit un peu vite, il y a il y a des angles morts de la question. Et puis des fois, on est un peu trop rapide. Alors bon, du coup, je voulais pas trop me ridiculiser. Donc j'ai déjà fait avant. Donc bon. Alors l'ensemble des suites bornées est un sous-espace vectoriel de Rn. Bon, bah, quand on ajoute deux suites bornées, hein, ça fait une suite bornée. Hein, c'est quoi? Finalement, c'est la norme, hein, c'est les définitions de la norme. Vous avez l'inégalité triangulaire qui nous sert à ça. Et puis quand on multiplie par une constante, donc là, bon, ça reste borné, donc là, ça va être vrai. L'ensemble des suites périodiques est un sous-espace vectoriel de Rn. Bon, bah voilà le truc où typiquement je m'étais planté à la première lecture. Périodique, non. Si ça avait été des fonctions périodiques, ça aurait été un autre problème. Mais là, des suites périodiques, si vous avez une période n et pour une suite u et une période m pour une suite v, ben vous êtes sûr que nm va être une période pour u plus v. Et même, je dirais plus, hein, vous avez le PPCM hein, qui est là. En fait, l'ensemble des périodes d'une suite, bah, ça va être un sous-groupe de Z, on peut le voir comme ça, et un sous-groupe possède toujours un générateur. Donc, quand vous allez regarder les périodes de U plus V, bah, vous allez au moins avoir, au moins, hein, l'intersection des deux sous-groupes qui correspondent aux périodes de U respectives et de V. Et donc, vous allez avoir ce PPCM qui va, qui va apparaître. Mais attention, hein, c'est un minimum. Après, vous pouvez avoir mieux. Vous pouvez prendre UN et moins UN. Vous voyez bien que vous avez comme période 1. L'intersection
Oui, je parle de période 1 quand on ajoute UN à moins UN puisqu'on a 0. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Moi, oui, ah oui, alors là, c'est vrai. Et là, l'intersection, oui, c'est vrai. Bon, ça, on l'a vu en cours. Soit FG, deux sous-espaces vectoriels de E, tels que F plus G égale à F inter G, alors F égale G. Bon, ça, c'est encore un truc qu'on a vu en cours. F et G sont coincés entre F inter G, hein, à gauche, et F plus G à droite. Donc, quand il y a égalité, bah forcément, ça veut dire, c'est comme un théorème des gendarmes, hein, on va avoir une égalité, F et G vont être coincés entre les deux. Donc forcément, F va être égal aux 2 et G va être égal aux 2 aussi, donc il va y avoir égalité, donc là c'est vrai. FG de sous-espace vectoriel de E, tel que F plus G égale F, alors F égale G, ben non, vous voyez que G peut être égal à 0, peut être égal à F. Bon, ce qu'on sait, c'est simplement que G va être inclus dans F, mais c'est tout, hein, donc ça c'est faux. Soit F, G, H, trois sous-espaces vectoriels de E en somme directe, alors F inter G égale F inter H égale G inter H égale 0. Alors attention, hein, faut bien réfléchir là, faut pas aller trop vite. Ben oui, s'ils sont en somme directe, forcément on a ça. Mais c'est la réciproque qui est fausse. D'accord? Faut pas se dire ah oui, j'ai entendu parler, il y a un piège, etc. Faut bien réfléchir. Donc là, ça c'est vrai, mais la réciproque est fausse. Et on l'a vu avec les trois droites dans le plan. Donc là, c'est vrai, mais la réciproque est fausse. Alors que la réciproque aurait été vraie si on avait eu juste deux, hein, sous-espaces vectoriels. La suite constante égale à 1 appartient à l'espace engendré par les suites. Ben, on a envie de dire, alors là c'est le piège, et puis on en avait parlé l'autre fois avec Claudine. Euh, donc, ben, on a envie de dire oui, hein, que ça appartient à l'espace engendré par ces suites-là, ou ça c'est des suites où il y a des zéros partout, sauf un au rang n. Ben non, cette suite n'appartient pas à l'espace, parce que comme les combinaisons linéaires, l'espace engendré, c'est juste des combinaisons linéaires. Des combinaisons linéaires, c'est des sommes finies. Ça veut dire que toutes les suites de cet espace engendré, hein, ça va être des suites presque partout nulles. Et donc, la suite constante n'est pas presque partout nulle. Donc là, c'est faux. Et ça peut paraître surprenant, effectivement. Soit A et B, deux parties de E, alors vect de A inter B est égal à vect de A inter vect de B. Donc le sous-espace engendré par l'intersection, c'est l'intersection des deux sous-espaces. Bah, là, si on y réfléchit un petit peu, bah, c'est non, parce que vous prenez par exemple une droite, donc elle est engendrée, donc A, ça va être la droite engendrée par E1, et B, la droite engendrée par 2 E1. Bon, bah évidemment, E1 et inter 2 E1, ça fait le vecteur nul, donc vec de ça, ça fait l'ensemble vide, donc vec de ça, c'est juste le vecteur nul, le sous-espace nul. Et là, vous avez la droite, et là, vous avez la même droite. Donc l'intersection, c'est la droite. Donc là, c'est faux. Soit A et B, deux parties de E, alors vec de A union B égale vec de A plus vec de B. Ben là, on a envie de dire que c'est vrai, hein, d'accord. Bon, d'abord, vec de A est inclus dans vec de A union B, donc vec de A, ça veut dire que vec de A union B va faire quoi si vec de A est inclus, bah, va contenir vec de A union B, contient vec de A, et il contient vec de B. Donc vraiment, il contient vec de A plus vec de B. D'accord? Donc ça, c'est un truc qu'on a vu en cours, hein. C'est une condition nécessaire et suffisante, hein, pour contenir vec de A plus vec de B.
Faut bien regarder dans quel sens ça se passe, ces choses. Et puis, bon, bah, l'inclusion inverse est quasiment évidente, hein, aussi, j'ai envie de dire. Quand on est dans vec de A union B, ben, on n'a que des combinaisons linéaires de A et B. Alors on utilise implicitement le fait qu'une combinaison linéaire de combinaisons linéaires est une combinaison linéaire. C'est quelque chose qu'on utilise souvent. Donc là, c'est vrai. Hein. Bon. Soit A alors, est dans E, donc c'est une partie de E, et U, un endomorphisme de E. Alors, U de vec de A est égal à vec de U de A. Bah oui, c'est parce que U commute avec les combinaisons linéaires, hein, et avec ça, on arrive à avoir la double inclusion. Donc là, j'ai envie de dire vrai. Une famille de vecteurs 2 à 2 non collinéaires est libre. Alors ça, c'est typiquement le truc faux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire 2 à 2 non collinéaires, ben, c'est comme les trois droites, 2 à 2 distinctes, comme ça, trois droites dans le plan. Hein. Ben, donc, vous prenez trois vecteurs directeurs de ces trois droites, ben, c'est 2 à 2 non collinéaires, mais c'est dans le plan, donc ça ne peut pas être libre. Donc là, c'est absolument faux. La famille des fonctions x moins x et valeur absolue de x est libre. Alors bon, bah là, c'est quand même vraiment le piège grossier, parce que c'est x et moins x, forcément, c'est pas libre, puisque là, on a multiplié par moins 1. Donc déjà, ça contient une famille liée, donc forcément, ça ne peut pas être libre. Hein, donc là, c'est faux. La famille des fonctions, ici, est libre. Bon, alors là, j'ai réfléchi, bon, je suis déjà passé dessus. J'ai réfléchi un moment, bah oui, oui, ça va être libre. Bah, faut le faire en prenant des X. Faut supposer qu'on a Là, je sais pas, j'ai envie de prendre un papier, un crayon, et essayer de le faire en prenant des valeurs distinctes. Vous avez lambda, mu et nu, et puis vous faites une combinaison linéaire de ça, et vous prenez des x différents, vous évaluez en des x jusqu'à obtenir un système, bon, 3-3, a priori, vous allez prendre trois valeurs différentes. Alors, quelles sont les valeurs différentes intéressantes? Il faudrait une valeur où x est positive, strictement, une où c'est négatif. Non. Euh, oui, une où c'est négatif pour faire une petite différence. Et puis, peut-être, oui, une où x peut-être est plus grand, strictement plus grand que 1, une où c'est strictement plus petit que 1. Je sais pas, bon, en tout cas, il faut faire des essais comme ça, puis on voit que ça marche. Bon, après, on peut le voir un peu géométriquement, c'est-à-dire regarder ça et voir que lui ne peut pas s'écrire géométriquement hein, en fonction de ça et de ça. Vous ne pouvez pas faire ce décalage. Bon, donc là, bref, ça va être vrai. On a une famille libre, et quand on ajoute x à la famille libre, est-ce qu'on a une autre famille libre? Prenez x égale moins E1, et vous allez voir que vous aurez 0 ici, et donc ça peut pas être libre, donc là c'est faux. Alors on a deux familles au même nombre d'éléments, et là c'est une famille libre. Est-ce que la somme de deux familles libres est libre? Non. Pareil, vous prenez F1 qui commence par moins E1, comme E1 est non nul, d'accord, moins E1 est non nul aussi, et on peut le compléter en une famille libre, donc il y a un théorème de la base incomplète pour construire ce F, et E1 moins E1, c'est 0, et donc c'est pas une famille libre, donc là, on a faux. Tout élément du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs x1, 1 est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Bah oui, oui, ça c'est vrai. Ça vient encore du fait que une combinaison linéaire de combinaison linéaire est une combinaison linéaire. Les amis de mes amis sont mes amis. Tout élément du sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs xi est une combinaison linéaire de deux de ces vecteurs. Évidemment, non. Si vous êtes, si vous êtes en dimension 2, ça va être vrai. Hein.
Si vous êtes en dimension 2, c'est le théorème de la base extraite, entre parenthèses. Mais si vous êtes en dimension strictement supérieure à 2, ben, là, ça devient faux. Si G et H sont des supplémentaires de F dans E, alors l'intersection de G et H n'est pas réduite au vecteur nul. Ben, non, vous prenez F, une droite dans le plan, vous prenez deux droites supplémentaires, et deux droites supplémentaires distinctes ben, vont, vont être d'intersection nulle, donc là, c'est faux. Si G et H sont supplémentaires dans E et F a un sous-espace de E, oui, alors G inter F et H inter F sont des supplémentaires dans F. Bon, alors on a encore, hein, toujours pareil, l'intersection n'est pas distributive sur la somme. Voilà, donc ça, il faut bien y penser. Et en fait, on ne va pas avoir la somme. L'intersection ici sera nulle, ça oui. Et donc, s'il y a décomposition, alors la décomposition est unique. Donc ça oui. Mais on n'aura pas la propriété de la somme, c'est-à-dire que ça plus ça, ce ne sera pas égal à f. G inter f plus h inter f ne sera pas égal à f. Donc on voit toujours ça. Vous prenez f une droite dans le plan, g et h justement deux supplémentaires. On voit que c'est toujours le même contre-exemple qui tourne en rond des trois droites, deux Z2 distinctes dans le plan. Donc là c'est faux. X, un vecteur dans un espace vectoriel E différent d'une droite, alors le complémentaire vect X engendre E. Ben oui, parce que on va avoir tout E, sauf éventuellement vect X. Mais comme c'est différent d'une droite, il y a au moins une deuxième dimension. Et sur cette deuxième dimension, on peut prendre une coordonnée. Et on peut prendre deux vecteurs de coordonnées opposés sur cette deuxième dimension. Et donc, vous les voyez, ces deux vecteurs, ils vont être symétriques par rapport à la droite engendrée par x, en quelque sorte. Et donc, la somme va être sur vec x. Donc, ça va engendrer aussi vec x. Grâce à cette deuxième dimension, donc on se sert du fait que c'est différent d'une droite. Pour tout x, y, vecteur d'un espace vectoriel E, il existe un endomorphisme U tel que U de x égale y. Alors là, attention, on a presque envie de dire oui par le théorème de la base incomplète et le théorème fondamental. Mais si on pense au théorème de la base incomplète, justement, il y a un garde-fou, il y a le mot libre, donc non nul, quand il n'y a qu'un seul vecteur. Et effectivement, donc vous prenez x nul, et y non nul, ben on voit bien que c'est impossible, donc c'est faux. Mais c'est presque vrai dans le sens que si on avait dit ici x non nul, alors ça aurait été vrai, d'après les théorèmes du cours. Parce qu'on aurait pu compléter x en une base. Et on n'a pas besoin de dire y non nul, hein, par contre, mais x oui. À cause de cette liberté, hein, et libre veut dire libre d'envoyer par un morphisme là où on veut. Voilà. Ça, c'est un truc important. Donc là, c'est faux, mais c'était presque vrai. Si U appartient à L de E, alors im de U et ker de U sont supplémentaires. Alors ça, c'est un joli piège parce que la formule du rang nous dit qu'au niveau des dimensions, ça pourrait marcher. Mais c'est qu'au niveau des dimensions que ça marche. Vous prenez déjà en dimension 2, sur une base de K2, E1, E2, la base canonique de K2, bah, E1, vous l'envoyez vers 0, le vecteur nul, E2, vous l'envoyez vers E1, et ben vous voyez que ker de U, c'est la droite engendrée par E1, et im de U, c'est aussi la droite engendrée par E1, donc ils sont carrément égaux, donc c'est pas supplémentaire. Donc là, c'est archi faux. Si U est dans L de EF, alors im de U est isomorphe à tout supplémentaire de ker U. Alors attention, là, c'est plus égal,
c'est isomorphe. Alors oui, puisqu'ils ont la même dimension, grâce à la formule Durand. Donc vous voyez que ça, c'est venu corriger ça. Et là, ça devient vrai. Donc isomorphes, parce que à partir du moment où deux sous-espaces ont même dimension, ils sont isomorphes, hein, de même dimension finie. Deux espaces de dimension infinie, ça peut être infini dénombrable et infini non dénombrable. Là, ça ne va pas être isomorphe. Alors, attention. Si U, V et dans L de E sont dans L de E, alors im de U plus V égale im de U plus im de V. Alors, U plus V, ben là, on est sûr d'une chose, hein, c'est que im de U plus V, ça va être des éléments de la forme U plus V de X, alors que im de U plus im de V, ça va être des éléments de la forme U de X plus V de Y. Donc, a priori, c'est pas la même chose. D'accord? Parce que U plus V de X, c'est U de X plus V de X. Donc, on va avoir une inclusion évidente de là vers là, mais dans l'autre sens, non. Donc, on a envie de dire faux. Alors, il faudrait quand même un contre-exemple. Bon, je vais dire faux. J'ai envie de jouer mon joker sur le contre-exemple. Oui, on va prendre U et V, deux endomorphismes opposés. Donc im de U, c'est nul. Bah, ouais, comme tout à l'heure en fait. Donc là, la somme est nulle. Il est un peu bébête ce contre-exemple. Mais bon, c'est un contre-exemple. V égale moins U, donc on a 0. Et puis là, im de U, on va le prendre non nul. Donc im de U plus im de V, c'est pas nul puisque ça contient déjà im de U. Voilà, donc faux. On a U dans L de E et GH, deux sous-espaces de E. Alors, U de G plus H est égal à U de G plus U de H. Alors là, oui, parce que là, on va avoir des éléments de la forme U de X plus Y. Et donc, parenthèse, X plus Y, hein, d'accord. Et là, on a des éléments de la forme U de X plus U de Y. Donc là, déjà, c'est mieux. On y croit parce que U est linéaire. Donc là, ça va être vrai. Si UV est dans L2, sont dans L2, alors U rond V égale 0. Si et seulement si im de V est inclus dans ker de U. Bah oui, hein, ça veut dire que tout élément de V qui est de la forme V de Y est annulé par U. Donc ouais, ça c'est vrai. Alors, si U rond V égale 0, alors E égale 0 ou V égale 0, alors là, ça voudrait dire que l'espace des matrices est intègre, ou l'espace ici, ça c'est la propriété d'être intègre hein, pour L de E. Alors, ce n'est pas l'espace, hein, j'ai dit une bêtise en disant l'espace des matrices est intègre. J'aurais dû dire l'anneau ou l'algèbre des matrices est intègre. Ben, oui, ça implique U égale 0, V égale 0. Ben non, hein, vous prenez, vous voyez déjà ici hein, que c'est faux. Hein, j'ai donné le contre-exemple déjà avant. Donc vous prenez U qui envoie E1 vers 0, E2 vers E1, et V égale U. Alors on a im de U est inclus dans ker de U. Hein, donc on a U rond U égale 0, et pourtant U est non nul. Donc ça, c'est archi faux. Donc ça amènera à la notion d'endomorphisme nilpotent aussi, hein, par exemple, si on veut que U soit égal à V, U est un nilpotent non nul. Il y a des nilpotents non nuls. Si U rond V égale V rond U, alors U de ker V est inclus dans ker V.
Bon, alors là, bah, j'ai envie d'arrêter là. C'est parce que ça commence à être des choses qu'on verra plus tard. Donc on reviendra un petit peu plus tard. Là, ça y est, on commence à attaquer. Bon, la réponse est oui. En fait, quand deux endomorphismes commutent, chaque sous-espace propre de l'un est stable par l'autre, et le noyau, c'est un sous-espace. Donc ici, c'est vrai. Et GL de E est un sous-espace vectoriel de L de E. Bah, il contient même pas zéro, vous voyez, donc là, c'est faux. Bon, voilà. Hein, donc après, j'ai pas envie de continuer parce que ça va être des choses, on sera plus à l'aise plus tard. Donc on va s'arrêter là. Euh, voilà. Bon, bah, vous me direz si ça vous a été utile. Et puis, en tout cas, c'est pas compliqué pour moi de faire ces petites choses. J'ai juste la petite prise de risque à chaque fois que je clique. J'ai peur de tomber sur un bip rouge et de me ridiculiser, et de perdre le peu d'aura que je pourrais avoir. Mais bon, voilà. Très bien. Allez, à bientôt.